bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré à notre FPCI Plein Air Invest. Donc, je suis Gabriela Ferrer. Je suis ravie de pouvoir échanger aujourd'hui sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, l'opportunité d'investir dans un marché de niche qui est l'hôtellerie de plein air qui est l'hôtellerie de plein air à travers de notre FPCI Plein Air Invest. Donc, au cours de cette session, nous allons vous présenter la structure de notre FPCI et nous allons répondre à la question: l'hôtellerie de plein air est-elle un effet de mode ou une véritable opportunité d'investissement? Je suis particulièrement heureuse d'accueillir aujourd'hui Philippe Rossini, le gérant du fonds. Bonjour. Bonjour Philippe, et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je te propose de te présenter. Ouais, bien sûr. Bonjour à tous, Philippe Rossini. Je m'occupe de tous les fonds d'investissement en hôtellerie chez Swiss Life M en Europe. Et ça fait à peu près 9 ans que je suis chez Swiss Life Asset Managers. Merci beaucoup Philippe. Donc, pardon. Dans l'agenda d'aujourd'hui, nous allons commencer par un état des lieux du marché de l'hôtellerie de plein air, suivi d'une présentation du fonds FPCI Plein Air Invest, et enfin, une session de questions-réponses qui est une synthèse des questions que nous nous posons le plus souvent. Et bien sûr, si vous avez des questions au cours de la présentation, n'hésitez pas à les poser dans les chats et nous y répondrons à la fin de la session. Donc Philippe, je te cède la parole pour nous faire un petit point sur les marchés de l'hôtellerie de plein air. Ouais, merci Gabriel. Alors le marché de l'hôtellerie de plein air est très intéressant et assez spécifique. Il faut savoir que l'hôtellerie de plein air en France, la France est le deuxième marché mondial après les États-Unis. Avec plus de 8000 campings. Et quand on fait un focus sur l'Europe, la France est de loin le premier marché européen. Vous le voyez sur la carte avec plus de 32% de part de marché. Et le deuxième marché étant le UK avec environ 12%. Donc on a une spécificité française avec le camping, où on a aussi bien une clientèle nationale, des Français qui vont en France en camping, et une clientèle internationale, principalement les pays du Sud qui se déplacent les pays du Nord, pardon, qui se déplacent vers les pays du Sud, et principalement en France, où on bénéficie d'une situation géographique centrale en Europe de l'Ouest et des environnements géographiques aussi assez diversifiés, de la montagne, de la mer, de l'océan, et également sur des températures qui sont plus ou moins élevées euh, selon la localisation. Donc on a une situation assez idéale, et sur la slide suivante, on voit bien que là où les touristes souhaitent aller, c'est les zones où il y a de l'eau. Donc de l'eau évidemment sur des littoraux principalement. Vous voyez que les littoraux atlantiques et méditerranéens sont ceux qui bénéficient le plus d'une attractivité en camping, mais également tous les environnements où on a des lacs, des rivières, des cours d'eau qui vont venir attirer le touriste de camping. Ce qui est particulièrement intéressant également à avoir en tête, c'est que le nombre de campings sur le territoire français est stable, voire en légère baisse, et je pense qu'on le voit sur la slide d'après, en légère baisse depuis le milieu des années 90, ce qui fait qu'il n'y a plus de nouveaux campings qui s'ouvrent. Alors, la raison principale pour cette absence d'ouverture nouvelle, c'est que les autorisations pour aménager du camping sur les littoraux est quasiment impossible. On n'a plus d'autorisation parce qu'on a des règles, la bande des 100 mètres, les lois littorales, la non-artificialisation des sols, qui font que de nouveaux campings ne s'ouvrent pas dans des zones où encore une fois, les touristes ont envie d'aller. Si on a envie d'aller ouvrir un camping dans le nord-est de la France, ce sera possible de le faire, mais on aura moins d'attractivité que sur les zones littorales. Et parallèlement à cette offre stable, voire en baisse, on a une demande qui est en hausse
quasi permanente depuis les années 2000. Et cette hausse de la demande, elle se voit en nombre de nuitées, mais également en chiffre d'affaires des campings. Vous voyez sur le graphique de gauche, on a une évolution du chiffre d'affaires qui est assez positive. Et si on tire la courbe avant 2014, on a cette même évolution-là. Et en plus de cette dynamique positive de croissance de chiffre d'affaires, on a une résilience plutôt positive aux différents chocs ou crises économiques, environnementales, sécuritaire. Et vous le voyez en 2020 où l'impact en camping a été certes important, où on est passé en chiffre d'affaires de 153 en 2019 à 125 ou 126 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand on prend l'hôtellerie classique, en France toujours, cet impact est beaucoup plus important sur l'hôtellerie. Donc on a une capacité, le marché du camping a une capacité à résister aux crises de manière un petit peu plus importante que l'hôtellerie classique. Et donc, pénétrer un marché où on a une offre qui est stable, voire en baisse, et une demande, par contre, qui est en hausse, c'est une proposition en tout cas, c'est une stratégie que nous, on suit depuis de nombreuses années et qui offre, une fois la barrière à l'entrée passée, mais qui est très importante, hein, cette barrière à l'entrée, la taille du gâteau étant finie, ce qui est important, une des pistes de croissance, c'est de pouvoir disposer d'une part de gâteau la plus importante possible. Parallèlement à cette rareté de l'offre, on a aussi des marges qui sont très intéressantes, où vous voyez des marges de BE qui est aussi au-dessus de 30% de manière structurelle. Et selon les typologies de camping, selon évidemment aussi la taille de ces derniers, on peut aller chercher du 35, voire au-delà pour les bonnes années ou les actifs les plus performants. Et cette capacité à générer des marges importantes aussi crée un environnement où les transactions sont rares parce qu'il y a peu de produits à la vente et il y a peu d'acteurs qui cèdent leur camping puisqu'ils arrivent à générer de la marge de manière assez importante dans leur établissement. Peut-être sur la slide suivante, je vais, je vais avancer. Je vais parler plutôt du FPCI maintenant et sur quelle est notre stratégie, nous, une de nos stratégies de camping sur ce produit-là. Alors, nous, on a identifié un élément important quand on a lancé notre premier fonds camping en 2018, c'est que la création de valeur, elle se fait principalement au travers du fonds de commerce, donc au travers de l'exploitation des campings, plus que exclusivement sur la vision immobilière, donc le terrain et les actifs immobiliers présents sur ce terrain. Et donc, pour bénéficier de cette possibilité de créer de la valeur au travers de l'activité opérationnelle, on a décidé de lancer un fonds de professionnels de capital investissement, pardon, qui est dédié à l'hôtellerie de plein air haut de gamme en France. Et au travers d'un partenaire que l'on accompagne depuis ses origines, qui s'appelle Inspire Village, qui, eux, vont aller développer une marque et des campings haut de gamme qui selon nous, correspond bien à la demande d'aujourd'hui et de demain de la consommation de camping, où on a un concept qui est très identifiable et qui repose sur de l'hôtellerie de pleine nature, où on va aller chercher des campings qui sont à repositionner, où on a des réserves de création de valeur importantes. Je vais revenir juste après sur comment on vient créer de la valeur dans le monde du camping. Et, euh, et cette solution-là de FPCI, elle est éligible au 150 0 BTR. On est hors assiette-IFI et également au 163 B quinquies du CGI pour les personnes physiques. On est sur une population d'investisseurs qui s'adresse plutôt à une population aisée, dirigeants actionnaires d'entreprise, qui ont
ont des réflexions de remploi de leur plus-value de cession, ou également aux épargnants privés qui, eux, ont de la disponibilité à placer. Et on le verra après pour les conditions spécifiques de ce FPCI. Peut-être sur la slide d'après, on rentre un peu dans le détail de quelle est la structuration de ce fonds de capital investissement. Alors, comme vous le voyez, le FPCI est au milieu en haut. Donc ça, c'est notre fonds que l'on a lancé en juillet 2023, maintenant, qu'on a commencé à commercialiser en fin d'année 23. On a d'ores et déjà aujourd'hui, avec Inspire, acquis 8 campings. Avec ces 8 campings, on a réalisé le plan d'investissement que l'on avait visé. Et 100% de ces campings sont passés en fin d'année dernière sous la marque Slow Village, qui est une marque qu'on a acquis en 2024 et qui correspond très bien à la stratégie d'Inspire et aux valeurs et au message qui est véhiculé. Et on a également, et ça c'est important de le mentionner, l'asset manager, donc Swiss Life Asset Managers France, a pris une participation dans Groupe Inspire, qui est la société historique de nos partenaires Inspire Village, pour venir créer ce partenariat de Inspire Village, où on a Groupe Inspire et le FPCI qui possèdent AE2 et qui définissent la stratégie de développement d'Inspire Village. Et on a la chance d'avoir, vous le voyez un peu en détail sur les noms des campings, on a de très très belles localisations, notamment Biscarrosse sur le lac de Biscarrosse, à l'entrée du lac de Biscarrosse, et également en île de Ré, en Charente-Maritime, sur l'île de Ré, plein milieu de l'île de Ré, on a un autre très, très beau camping, pour en citer que deux. Peut-être sur la slide d'après, pour vous montrer le cycle de vie du FPCI également d'Inspire Village. Au début, on achète pendant 2 ans les campings. Donc on va acheter des campings, principalement des particuliers, en dessous des multiples de marché que l'on avait visé au début. On a, pendant 2 ans, on va faire cette phase d'acquisition. Donc là, on est vers la fin de cette période d'acquisition et également de souscription. Parallèlement à ça, et jusqu'en 2026, on va développer des investissements. Alors, ces investissements, ils sont de plusieurs ordres. On va développer des CAPEX pour venir aménager et monter en gamme les équipements, les services proposés par chacun des campings. On va faire des aménagements paysagers, on va rénover les équipements durs et le look and feel du camping. On va parallèlement à ça venir densifier en mobil-home. Donc on va venir mettre des mobil-homes, soit remplacer des mobil-homes existants, soit sur des emplacements nus où la pertinence, il est pertinent de venir densifier en mobil-home. On va venir créer de la valeur également en densifiant ces mobil-homes. Et à partir pendant cette phase de travaux et d'amélioration, on va venir amener des process qui sont professionnels sur chacun des campings. Donc on va venir mettre en place du revenu management, donc de la tarification dynamique. On va venir proposer de faire payer le bon prix au bon client en fonction du type de mobil-home qu'il souhaite avoir et quand est-ce qu'il souhaite les avoir. Et on va venir amener aussi des process professionnalisés sur la gestion de ces campings, donc de la gestion des stocks, de la gestion RH, de la gestion de marque, qui va nous permettre aussi de venir maximiser la visibilité et la lisibilité de l'offre que l'on va proposer, pour venir toujours maximiser et le chiffre d'affaires et rationaliser les coûts pour optimiser les l'EBITDA. Puisque dans ce milieu-là, la stratégie de sortie, donc la cession en 2030, elle se fait au travers de multiples d'EBITDA. Et afin de venir maximiser ces multiples d'EBITDA, l'objectif est d'avoir jusqu'en 2028 une stratégie de montée en gamme et de maximisation du compte d'exploitation. 2029-2030, on présente 2 années de compte d'exploitation et de bilan optimisé. Et
grâce à ces 2 années de bilan, on vient céder la plateforme, donc la totalité de la plateforme, Groupe Inspire et Inspire Village, pour, pour offrir la liquidité à nos investisseurs du FPCI, notamment. Et donc, on a 7 ans de vie de fonds. Et pour rappel, pardon, mais tu fais bien, Gabriel, d'aller à la slide d'après, qui vient un peu illustrer ce que je disais. Donc, on va aller proposer à la session, pour nous, un gain de valeur additionnel, en plus plus que juste de céder les campings les uns à côté des autres, céder la plateforme, c'est-à-dire permettre de céder une entreprise cohérente dans son ensemble avec des process éprouvé, avec un track record qui montre que cette plateforme est capable de générer son EBITDA, et bien ça, pour nous, ça crée plus de valeur que de céder les actifs les uns à côté des autres. Et à qui on va vendre cette plateforme? Eh bien, principalement à des acteurs industriels de l'industrie du camping français déjà en place, qui eux ont un besoin de croissance. Et comme je l'ai précisé au début, étant donné que l'offre est assez limitée et qu'on ne peut pas construire de nouveaux campings, eh bien, cette croissance externe-là, pour nous, est notre principal angle de sortie et de liquidité. Donc, aller céder à un opérateur exploitant et ou propriétaire existant, ou un nouvel entrant institutionnel qui, lui, souhaite pénétrer le marché et bénéficier tout de suite d'une taille critique de plateforme avec celle d'Inspire. Et peut-être pour la slide d'après, ce qui est utile, je pense, c'est de vous montrer ce qu'Inspire est capable de faire en transformation complète d'établissement. Vous voyez à gauche un actif qui a été acheté à Marraine d'Oléron, juste en face de l'île d'Oléron, qui a été acheté en 2021. Vous voyez à gauche les photos et vous voyez ce que Inspire a été capable de réaliser en l'espace d'une saison. Donc, beaucoup plus de verdure, beaucoup plus de boisé, beaucoup plus aussi d'espace et ça a permis d'augmenter le chiffre d'affaires de plus de 70% en une saison, hein. Et en 5 mois, les travaux ont été réalisés, en ce compris les aménagements paysagers. Je pense qu'une et voici les 8 campings qui nous concernent dans le FPCI et Inspire Village. Donc, vous voyez qu'on est globalement là où il y a la plus forte demande d'hôtellerie de plein air en France, sur le littoral principalement atlantique et également un peu sur le flanc méditerranéen. Et on a de très un très bel actif, notamment aussi en Bretagne, qui est le Slow Village Brest-Légende, presque en flanc de colline, en flanc de falaise, pardon, où on voit l'océan. Et donc je vais pas les faire tous, ça on manquerait un peu de temps, mais on a aussi bien des actifs vraiment front de littoral atlantique, un peu plus dans les terres pour certains, notamment les Ponts de Cé à côté d'Angers, et en Dordogne, notamment, on a 2 très beaux actifs en Dordogne, et en Provence-Occitanie, un dernier. Je pense qu'on Merci peut beaucoup. passer à la slide d'après. Ouais, merci. Oui. Merci à toi, Philippe. Et c'est passionnant de t'entendre parler de ces belles opportunités. Et c'est vrai que cela suscite pas mal d'interrogations de la part de nos partenaires. Et à ce propos, nous avons préparé quelques questions qu'on nous pose fréquemment. Mais avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez également poser toutes vos questions dans le chat et nous y répondrons. Donc, la première question, Philippe, tu parles du capital investissement, mais moi, je remarque qu'il y a que de l'immobilier dedans. Donc, tu peux nous expliquer en quoi c'est du capital investissement et non de l'immobilier? Ouais, ouais, tout à fait. C'est une question qui revient souvent. Alors, nous, ce que je précise souvent, c'est qu'il y a une composante immobilière qui existe dans le camping, qui est inhérent au camping, puisqu'on a un actif illiquide par essence, puisqu'on a du terrain et quelques constructions. Néanmoins, la création de valeur se fait largement majoritairement au travers d'une amélioration du fonds de commerce et d'une augmentation du chiffre d'affaires et de l'EBITDA généré par ce fonds de commerce.
et donc la possibilité d'obtenir le rendement attendu et la marge se fait non pas grâce à de l'immobilier, mais grâce au travail qui est fait par Inspire Village pour venir maximiser le compte d'exploitation de chacun des campings et de la plateforme. Et c'est pour ça que la stratégie de montée en gamme, de maximisation de l'EBITDA et de céder les actifs, hein, en multiples d'EBITDA à la fin, s'oriente clairement plus au travers d'un principe de capital investissement, beaucoup plus qu'une stratégie immobilière. Voilà. D'accord, donc si je comprends bien, là où les autres sociétés de gestion visent plusieurs actifs sous-jacents, nous, on a fait le choix de se concentrer sur une seule société, Inspire Village. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on a fait ces choix d'abord et pourquoi avoir choisi Inspire Village et ensuite pourquoi les choix d'être concentrés sur une seule société? Ouais, tout à fait. Ça a été un choix assez clair et évident dès le début. Nous, Inspire Village, vous voyez à gauche Baptiste et David, qui sont les deux des trois fondateurs d'Inspire, de groupe Inspire puis d'Inspire Village. Dès le début, on les a accompagnés dès leur origine au travers de trois campings où on a d'abord travaillé avec eux sur on va dire, notre ADN un petit peu plus classique, à savoir en séparation mur et fonds de commerce, le travail d'un bail commercial, où vous le voyez à droite, trois de nos fonds d'investissement, donc Pierre Capital, Tournoi Inspire, qui sont des fonds grand public, et un fonds institutionnel, notre premier fonds que j'ai évoqué un peu plus haut, qui s'appelle Club Plein Air Tourisme. On a d'abord travaillé avec eux pour s'assurer que nous étions bien alignés dans la stratégie, la capacité à déployer leur concept et à travailler sur plusieurs campings. Une fois qu'on a fait ça, on a décidé ensemble de passer à l'étape d'après, à savoir travailler non pas entre bailleurs et preneurs, mais en termes d'actionnaires en capital dans leur société. Et pour nous, il était important de venir développer et renforcer cette plateforme-là, de lui permettre de déployer son concept, et que pour nous, la création de valeur, le meilleur moyen de créer de la valeur, c'était d'accompagner et d'être en partenariat avec eux du début à la fin, en tout cas du début jusqu'à aujourd'hui plutôt, et de pouvoir vraiment accompagner leur développement. Et pour nous, la création de valeur de la cession de la plateforme en totalité est là où on va pouvoir maximiser le rendement pour nos investisseurs. Voilà. Et après, il y a une salle aussi qui explique l'alignement, mais ça j'en ai un peu parlé avant, l'alignement d'intérêts que l'on avait nous sur la vision du camping haut de gamme et ce que eux proposaient également, la leur, à savoir un camping, une hôtellerie de plein air haut de gamme, euh, orientée sur du tourisme vert, à savoir un prisme de respect de l'environnement qui est assez clé, mais qui est très sincère chez Baptiste et David, et qui se reflète aussi dans ce que eux proposent quand on fait des travaux, quand on fait des aménagements, quand on essaye d'avoir une empreinte sur l'environnement la plus faible possible. Et en résumé, l'enjeu stratégique que l'on partage avec eux, c'est que groupe Inspire Village devienne un des leaders du segment haut de gamme lifestyle, qui est en anglais, de l'hôtellerie de plein air. D'accord. Philippe, tu parles d'alignement d'intérêts. Est-ce que tu peux l'expliquer et les préciser, enfin les détailler précisément, s'il te plaît? Ouais, bien. Bah alors, nous, on a sur l'alignement d'intérêt. On va revenir sur le graphique, sur l'organigramme, qui est, je pense, une bonne manière de synthétiser. Nous, on a dans le FPCI une stratégie où on est l'actionnaire d'Inspire Village, et on a une participation, et on a une commission de surperformance, nous, société de gestion, à la fin, si on atteint le TRI. Cette commission de surperformance, pour préciser, qui est important, ne se déclenche que quand le TRI
est réalisé et que sur la part additionnelle au-delà du TRI pour l'investisseur. Donc si l'investisseur, on a intérêt cible à 10 et que l'on fait 11, la commission de surperformance ne s'applique que sur la part au-delà de 10, donc entre 10 et 11. Et le TRI de 10, il est garanti pour l'investisseur. En tout cas, il est sécurisé pour l'investisseur sans surperformance. Mais également, et vous le voyez sur la partie de gauche, vous avez la société de gestion elle-même qui investit son propre capital dans le groupe Inspire. Et grâce à ce capital injecté, ça a permis d'acheter un premier camping avec Inspire Village qui est Séveille d'Ordogne. Donc, il y a un intérêt, au-delà de uniquement en tant que société de gestion, prestataire de services de Swiss Life Asset Managers France dans le FPCI, on a aussi un intérêt capitalistique à ce que Inspire Village soit le mieux géré, le mieux exploité et le mieux vendu à la fin. Donc, Swiss Life Asset Managers France est, entre guillemets, un investisseur au même titre que les investisseurs du FPCI dans cette structuration-là. Pour nous, l'intérêt est évidemment, l'alignement d'intérêt pour nous est extrêmement fort avec cette structuration-là. On voit qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour cette thématique sur les marchés. En quoi notre fonds se différencie par rapport aux autres fonds de capital investissement spécialisés en tourisme? Alors oui, on est un petit peu différent dans le sens où on s'est concentré sur une stratégie pure camping, hôtellerie de plein air, quand la majorité des autres acteurs qui travaillent sur le tourisme, en fait, proposent plutôt un panachage d'hôtellerie classique et d'hôtellerie de plein air parfois. Donc nous, on a essayé d'offrir un produit qui est pur hôtellerie de plein air. Donc pour ceux qui souhaitent s'exposer à l'hôtellerie de plein air, on a une conviction forte sur cette valeur ajoutée que peut offrir cette sous-classe d'actifs. Et également se concentrer sur un opérateur où on vient déployer notre savoir-faire aux côtés d'un opérateur que l'on considère être le bon partenaire pour aller développer la stratégie du FPCI. Et c'est en ce sens-là que l'on est un peu spécifique puisqu'on va se concentrer sur une classe d'actifs avec un opérateur. Après, la diversification, pour nous, elle se fait également au niveau des actifs, puisqu'on a 8 actifs en dessous qui sont clairement identifiés et qui viennent diversifier le risque qu'un actif soit un peu moins performant. On sait que le risque principal de l'hôtellerie de plein air, c'est l'aléa climatique, que ce soit l'incendie ou l'inondation. Comment vous traitez les risques environnementaux? Alors clairement, le risque environnemental, c'est un des principaux risques à avoir en tête quand on investit dans de l'hôtellerie de plein air. Et c'est factorisé pour nous dans le rendement. Également, c'est une des composantes du rendement un petit peu additionnel que l'on peut avoir dans le camping versus de l'hôtellerie classique. On en tient compte dès l'acquisition, c'est-à-dire avant d'acquérir ou avant d'accompagner l'acquisition de nouveaux campings. On s'assure que les risques climatiques sont bien identifiés pour le ou les cibles. Donc on fait un audit climatique pour chaque acquisition. S'il y a un risque climatique identifié, ce qui est souvent le cas quand même. Donc souvent, les risques, c'est incendie, inondation, montée des eaux. On va dire que c'est les principaux. On a un plan de prévention des risques qui est soit déjà en place normalement, fait par l'ancien propriétaire. Donc il y a déjà un plan de prévention des risques. Nous, on vient s'assurer que ce plan de prévention des risques est adéquat aux risques identifiés. Et donc ce que l'on fait, généralement, on vient voir les dernières survenances de ce risque-là, donc les dernières crues, les derniers incendies, voir quel a été l'impact, et on prend les plus gros impacts et on vient nous mitiger ce risque-là en déployant des contre-mesures dans ce plan de prévention des risques. S'il y a un doute ou si on a une inquiétude quant à ce plan de prévention de risque, nous en interne, notre équipe ESG, donc notre équipe, a un droit de veto pour toutes les acquisitions si ça ne correspond pas à nos critères d'analyse. Et parallèlement à ça, et en complément évidemment, on a des assurances, et on prend des assurances on prend des assurances qui nous couvrent au maximum pour
en cas de survenance d'un sinistre, on soit couvert autant que faire se peut, que ce soit sur les actifs que l'on possède, donc mobil-home et les actifs immobiliers que l'on peut avoir, mais également sur des risques de perte d'exploitation pour avoir le moins d'impact opérationnel possible s'il y a un risque qui survient. Philippe, une dernière question. Beaucoup de questions se sont posées récemment par rapport à la pérennité de 150 BTR sur ce type de produits. Et où en sommes-nous à ce sujet? Ouais, alors c'était un sujet, fin d'année dernière, début de cette année. Clairement avec l'incertitude du projet de loi de finances 25 qui remettait potentiellement en question ce dispositif. On a eu une confirmation assez claire ces dernières semaines, de nos conseils, et de ouais, principalement de nos conseils et puis d'autres sources, comme quoi le 150 EBTR et également le 163 B quinquies, hein, ne sont pas impactés par le projet de loi de finances 2025. Donc, sur l'année 2025, on a une sérénité quant à l'éligibilité de notre produit au 150 0 BTR sur tout investissement qui sera fait sur cette année. Donc, aujourd'hui, on n'a plus d'incertitude sur ce point-là. Super, merci beaucoup Philippe. Nous avons quelques questions supplémentaires qui ont été posées par les chats. Et la première, c'est, aurais-vous une taille critique suffisante pour un nouvel entrant? Une taille critique suffisante pour un nouvel entrant. Euh, Donc, je pense que la question est liée à un nouvel entrant qui souhaite pénétrer le marché du camping en tant qu'investisseur, nous proposer un camping, une plateforme avec 8 campings dans le groupe Inspire, dans Inspire Village et 3 campings dans le groupe Inspire. Est-ce que cette taille critique est suffisante? Pour information, cela représente à peu près groupe Inspire plus Inspire Village en mur et fonds environ une centaine de millions d'euros. On pense qu'avec ces 11 campings, on a une taille suffisante, en tout cas pour justifier des frais de siège et donc des frais de structure, justifier une pérennité de l'exploitation. Donc oui, ça intéressera clairement un nouvel entrant qui souhaite pénétrer ce marché-là. Après, ça dépend aussi des nouveaux entrants et de la taille minimum. Mais 100 millions d'euros de tickets semble être pour même les gros acteurs être un niveau suffisant pour être intéressé. Et je rappelle, on est sur un marché euh, où il y a très peu d'offres et on voit nous, nos concurrents, se positionner sur des actifs de plus en plus petits, sur des actifs de plus en plus en single asset parce que il y a une pénurie de l'offre. Merci. Donc cette attractivité-là, elle va continuer. Deuxième question, Inspire gère combien de campings hors FPCI? Alors, donc il en gère 8 sous le FPCI et 3 sous le groupe Inspire. Donc en tout, 11 campings. Et quand même en 3 ans, hein. Donc on a quand même, il faut féliciter Baptiste, David et Lilian qui ont réussi en 3 ans à, à, à gérer 11 campings. Troisième question, combien de fonds dans le capital tourisme? Combien de fonds dans le capital tourisme? Alors si je comprends. Combien de fonds concurrents? Oula, je pense qu'il y en a il y en a quelques-uns. Après, on a quelques acteurs qui sont très identifiés en camping, en tourisme, c'est-à-dire hôtellerie principalement. Ça dépend, il y a des acteurs qui font une acquisition, un fonds, et donc là, ils en ont une multitude. Il y a des gros fonds où il y a plusieurs dizaines de lignes de participation dans des sociétés, donc c'est assez vaste. Après, le tourisme reste une niche dans le monde de l'investissement en private equity et en immobilier. Donc, on a, il y a, on peut faire, il y a quelques offres, mais en tout cas, nous, à notre connaissance aujourd'hui, un fonds comme le nôtre structuré avec déjà des actifs existants et donc une lisibilité de cash flow en tout cas pas de cash flow, mais de proposition de valeur et de business plan, on est les seuls à proposer ça. Spécifique Donc, hôtellerie plein air, j'entends. ouais, donc justement, la dernière question, c'était si il y avait d'autres fonds sur l'hôtellerie de plein air et sur les marchés, à part les nôtres.
Alors en pur, je ne pense pas, en tout cas, en avoir entendu parler, mais peut-être que certains fonds, nous suivent maintenant et sont en accord avec nous sur la pertinence de cette classe d'actifs. OK. Et une autre question, penses-tu acquérir d'autres campings dans le fond? Alors dans le FPCI, nous, on a fait notre plan d'investissement, donc aujourd'hui, il n'est pas prévu avec le FPCI d'acquérir d'autres campings, en tout cas d'investir dans Inspire Village pour acquérir d'autres campings. On est encore tôt dans la vie d'Inspire, donc il n'est pas impossible que dans le futur, on y réfléchisse également avec le groupe Inspire pour continuer à développer la plateforme. D'accord. Les portefeuilles Évidemment, des pardon, je préciserai, mais pardon. évidemment, il y a non, non, c'est moi, il y a il y aura un un regard et une assurance que, quoi qu'il se passe à la suite, le FPCI, lui, ait sa liquidité en 2030 et qu'il n'y ait pas d'impact de rendement pour les investisseurs du FPCI, si la structure actuelle évolue. D'accord. Dernière question, pour un investisseur entrant en 2025, il rentre à quel prix départ? Alors, aujourd'hui, donc à l'heure où je parle, début mars, on est encore à un prix de souscription, de 100, donc qui est le prix initial. On aura une revalorisation de part, au 31 mars. On va revaloriser la plateforme et donc on aura une pour la première fois et donc on va revaloriser la part, au 31 mars qui devra dépasser les 100. Si l'investisseur, mmh est en capacité d'envoyer un bulletin de souscription avant fin mars, bah, il sera à 100 qui est le maximum possible. Et sinon après il sera sur la VL du 31 mars. D'accord, bon, bah merci encore Philippe pour toutes ces précisions. Merci à tous nos partenaires qui ont interagi avec nous dans les chats. Je me permets de répondre à quelques questions. Et bonjour, est-ce qu'un partenaire peut vous proposer un dossier? Et si oui, comment faut-il procéder? Donc oui, vous pouvez adresser les dossiers à l'équipe commerciale qui les transférera aux équipes appropriées en interne. Et une dernière question, y a-t-il plusieurs parts dans CleanShare? Oui, de part retail, avec des seuils d'accès différents et des frais de gestion différents, bien évidemment, ainsi qu'une part institutionnelle sur laquelle il n'y a pas de rétrocession et elle est réservée aux clients et institutionnels, professionnels. Donc, pour conclure, notre FPCI Plein Air Invest offre à vos clients un accès à un marché de niche qui est l'hôtellerie plein air, historiquement réservé à une clientèle institutionnelle. Et c'est également une excellente opportunité pour diversifier leurs allocations tout en profitant d'un rendement attractif. Donc, ce produit est à la fois destiné aux personnes physiques qui souhaitent profiter d'une opportunité de placement et faire fructifier leur patrimoine. Il est destiné à une clientèle aisée, comme l'a dit Philippe, puisqu'il est accessible à partir d'un montant de 5 000 euros. Mais il est également destiné à une aux personnes morales qui souhaitent investir dans le cadre de 150 0 VTR en ligne avec les remplois des capitaux des sessions. Donc, c'est un fonds dont la date des fins de commercialisation est en juin 2025 et la période des sorties est prévue entre juillet 2030, les plus tôt, et les plus tard, juillet 2032. Et c'est un fonds SFDR article 8 sur lequel il n'y a pas de liquidité. Et comme l'a dit Philippe, l'objectif est de délivrer un TRI net de 10% par an. Donc, pour ces fonds, si vous êtes distributeur, vous pouvez être rémunéré d'un récurrent et également d'un droit d'entrée en fonction de votre mode de souscription, mais également de votre appartenance ou non à un réseau de distribution pour lesquels on pourrait avoir des conditions particulières. Donc,
Enfin, il est disponible dans des contrats d'assurance vie luxembourgeoise, donc chez Generali Luxembourg, Cardiff Luxembourg, One Life, et il est en cours de référencement chez La Mondiale Luxembourg. Il est également disponible en compte titre chez Intential. Et enfin, pour une vente en direct, qui est le mode de souscription qu'on voit les plus souvent, n'hésitez pas à contacter à l'équipe commerciale dont je fais partie afin que nous mettons en place une convention de distribution entre votre établissement et Swiss Life et Asset Managers. Donc, avant de conclure, je tiens à vous remercier sincèrement de nous avoir rejoints. Et donc, vous allez recevoir les replays du webinaire ainsi que la présentation dans les prochains jours. Et je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Merci beaucoup. Merci à tous.